En décembre 2011, le nouveau président du Sénat, le socialiste Jean-Pierre Bel, nomme Bernard Maris conseiller général de la Banque de France. Dégraissé. Vous voyez, alors au Maroc, les gens sont maigres, je les paye 240 € par mois. Il est bien placé pour connaître le système monétaire. Et quand on lui demande d'où vient l'argent que prêtent les banques, sa réponse est stupéfiante. Elle le fabrique elle-même avec l'autorisation de la Banque centrale. C'est-à-dire que si par exemple, vous achetez un immeuble qui vaut, je sais pas, 500 000 €, eh bien la banque va fabriquer 500 000 € à partir de rien. Alors, vous me direz, elle ne fabrique pas 500 000 € de billets. Si, elle fabrique 500 000 € de billets qu'elle peut vous donner. Sauf que c'est une écriture, parce que vous n'allez pas chercher pour payer votre immeuble 500 000 € en billets. Vous le paierez par chèque. Donc ce sera, mais c'est la même chose. Si vous vouliez le payer en billets, elle vous donnerait 500 000 € en billets qu'elle irait demander à la Banque centrale. Parce qu'elle dit, voilà, j'ai une créance sur monsieur qui vaut 500 000 €, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et la Banque centrale dit, je vous donne 500 000 € en billets. Sauf que comme ces billets ne sont jamais demandés, ça circule sous forme d'écriture. Mais c'est bien d'écrire, il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a tout compris la monnaie. C'est que la banque fabrique à partir de rien de l'argent. C'est le métier de banquier. La banque crée ex nihilo de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Je répète, s'il vous plaît, faites attention à vous. Et je veux alerter personne, mais c'est très dangereux. Nous sommes en dictature. On est pourchassés vraiment. J'appelle vraiment à ce que tout le monde partage mon message et dépêchez-vous de vous réveiller. C'est très très grave ce qui se passe. Le mouvement des Gilets jaunes ne cesse de s'amplifier. C'est un mouvement populaire à l'initiative des citoyens. Le mouvement n'accepte aucune récupération politique ou syndicale, ce qui en fait un mouvement sans chef et sans hiérarchie. La conséquence est que les revendications sont floues et diverses. On veut du pouvoir d'achat, c'est simple, du pouvoir d'achat. La malbouffe, les surtaxes, le mal logé, les gens qui travaillent aujourd'hui et qui ne gagnent pas assez d'argent pour vivre. Pour les taxes, pour l'essence, pour la retraite des vieux, Pour la hausse du carburant, un ras-le-bol général parce que nos retraités sont délaissés, mais aussi par rapport à la fiscalité qui nous étouffe. Une personne qui a le SMIC ou qui a 1 400 €, qui a un loyer, qui a les impôts, les charges, acheter là à manger, à vivre quoi, mais il n'a plus rien, il peut pas se permettre. On a vraiment très peu de choses pour vivre. On a du mal en ce moment. Les fins de mois, tout ça c'est très compliqué. En supplément, il faut payer l'essence, la nourriture, tout ça, les taxes. Vraiment, c'est plus possible. Cependant, ces revendications ont un point commun. Le manque d'argent. Le manque d'argent. Le manque d'argent. Le manque d'argent. Les pays ont une dette publique démentielle qui ne fait qu'augmenter d'année en année. Pourtant, même en comptant les inactifs, la productivité des citoyens a bien augmenté ces dernières décennies. Et l'État n'a jamais perçu autant de taxes. Alors, tous les États sont-ils tous mal gérés? Suffirait-il d'élire enfin le bon politicien pour tout résoudre? Ou le problème serait plus profond? Sur un sujet jamais abordé dans les médias, analysons notre système monétaire. Manque d'argent? Comment fonctionne la création monétaire? Comment fonctionne la création monétaire? Comment est créée la monnaie et par qui? En voilà une bonne question, à laquelle j'ajouterai et quel impact la façon dont est créée la monnaie a sur nos vies de tous les jours. Personne ne se pose jamais cette question, ni dans les médias, ni dans les partis politiques. Personne n'explique jamais les conséquences de cette création monétaire sur nos vies, notre qualité de vie, notre santé, sur notre société, sur nos pays, sur l'environnement, sur l'avenir, sur notre avenir et celui de nos enfants. Quand on pose la question aux gens, ils répondent c'est l'État, c'est les banques centrales. Vous savez, la banque des banques, en France, elle s'appelle la Banque de France. C'est la finance. La finance, c'est jouer avec de la monnaie qui existe déjà. Ce n'est pas créer de la monnaie. Il y en a même qui disent que c'est le travail qui crée la monnaie. Attendez là. Moi, je travaille, je reçois de la monnaie en échange de mon travail. Mais mon travail ne crée pas de monnaie, La seule façon de créer de la monnaie par son travail, c'est en bossant à la Monnaie de Paris pour les pièces ou à l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières pour les billets. Donc non, le travail ne crée pas de monnaie. À moins que vous ne bossiez dans une banque, à moins que vous ne soyez banquier. Eh oui, il est là le secret de la monnaie, tellement bien gardé. Votre banquier a le pouvoir de créer toute la monnaie qu'il souhaite, en respectant quelques conditions. Mais il a ce pouvoir-là. Les banques commerciales ont le pouvoir de créer la monnaie. C'est même elles qui créent la quasi-totalité de la monnaie que nous utilisons tous les jours. Votre banquier a le pouvoir de créer de la monnaie. Et vous savez le plus drôle, c'est qu'il ne le sait même pas. Il crée de la monnaie tous les jours sans le savoir. Vous me croyez pas? Alors soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Comprenez comment fonctionne la création monétaire et la prochaine fois que vous irez voir votre banquier, vous pourrez lui expliquer en quoi consiste son travail. Si vous êtes gentil, tolérant et pas trop rancunier. Si vous êtes du genre un peu nerveux, un chouïa colérique, coupez la vidéo ici, c'est plus sûr. Pour comprendre la création monétaire, il faut comprendre un principe tout bête de comptabilité, le bilan comptable. Un bilan comptable, c'est un tableau avec deux colonnes, la colonne actif et la colonne passif. À l'actif de votre bilan, vous mettez tout ce que vous possédez.
Si vous avez dans votre portefeuille un billet de 100 €, vous mettez 100 € à l'actif de votre bilan. Si vous possédez une voiture cotée à 10 000 €, vous pouvez inscrire 10 000 € à l'actif de votre bilan. Si vous avez une maison, la même chose. Si je vous dois 100 €, si j'ai une dette envers vous de 100 € et que vous possédez ma reconnaissance de dette, vous mettez cette reconnaissance de dette, cette créance, à l'actif de votre bilan. Maintenant, que mettons au passif d'un bilan? Eh bien, tout ce que l'on doit, nos dettes. Si vous me devez 100 €, vous mettez 100 € au passif de votre bilan. Si vous faites un crédit à la banque et que vous lui devez 100 000 €, pareil, au passif. Les banques aussi ont un bilan comptable et ça fonctionne de la même manière. Tiens, prenons un exemple. J'ai un billet de 100 € dans la poche. À l'actif de mon bilan, j'ai donc 100 €. On est d'accord. Je décide de déposer mon billet à ma banque. L'employé de la banque le prend et qu'en fait-il ensuite? Est-ce qu'il descend à la cave pour le mettre dans un petit cochon avec mon nom marqué dessus? Non. Il le met dans sa caisse à lui, dans son coffre, etc. Ce billet ne m'appartient plus. Il appartient maintenant à la banque. Et donc, comme je n'ai plus ce billet, je dois effacer les 100 € de l'actif de mon bilan. Et comme c'est maintenant la banque qui l'a, elle rajoute 100 € à son actif. Vous avez donné votre billet de 100 € à la banque, il ne vous appartient plus, il appartient maintenant à la banque. Mais le guichetier ne fait pas que ça. Que fait-il ensuite? Il rajoute 100 sur mon compte. Imaginons qu'il y avait 0 sur mon compte. Quand je regarde, il y a maintenant écrit 100. Mais qu'est-ce que c'est que ces 100? Ces 100, c'est la preuve que j'ai donné à la banque un billet de 100 € et qu'elle devra me rendre ces euros quand je lui demanderai. C'est une dette que la banque a envers moi. J'ai une créance sur la banque. On a vu que lorsque quelqu'un a une dette envers vous, vous mettez cette dette à l'actif de votre bilan. Et comme la banque a une dette de 100 € envers moi, je remets 100 à mon actif. Mon bilan redevient comme il était avant. On a vu aussi que lorsque vous devez quelque chose à quelqu'un, lorsque vous avez une dette, vous mettez cette dette au passif de votre bilan. Et comme la banque a une dette de 100 € envers moi, elle écrit 100 au passif de son bilan. Résultat, elle met plus 100 à son actif, puisque je lui donne un billet de 100 €, et elle met moins 100 à son passif, parce qu'en même temps, elle me doit 100 €. Elle a une dette envers moi de 100 €. Plus 100 moins 100 égale 0, son bilan est parfaitement équilibré. C'est très important à comprendre ça. Nous n'avons pas des euros sur nos comptes en banque. Nous avons des unités de compte qui sont des dettes que les banques ont envers nous. Lorsqu'il y a écrit 1000 € sur votre compte, ce ne sont pas des euros. C'est la preuve que la banque vous doit 1000 € en vraie monnaie. C'est une dette de la banque envers vous. Ces 1000, on appelle ça de la monnaie secondaire ou scripturale. Alors bien sûr, on peut vendre et acheter avec cette monnaie. Mais lorsque vous payez vos courses avec votre carte bleue, vous ne transférez pas de la vraie monnaie, vous transférez une dette. Quand vous payez 100 € avec votre carte bleue, vous transférez 100 € de dette qu'avait la banque envers vous vers la personne que vous payez. La banque n'a plus une dette envers vous, mais envers la personne qui a reçu les 100 unités de compte sur son compte en banque. Résumons. Il existe deux sortes de monnaies, les billets de banque et les unités de compte qui sont sur nos comptes en banque que l'on appelle monnaie scripturale. Qui fabrique les billets de banque? La Banque de France, la Banque centrale. C'est pour ça que l'on appelle cette monnaie de la monnaie centrale. On dit aussi monnaie centrale corporelle parce qu'on peut la toucher, ou monnaie fiduciaire qui veut dire confiance. Qui fabrique la monnaie scripturale? Les chiffres qui sont sur nos comptes en banque. Eh bien, on l'a vu, c'est l'employé de la banque, c'est le banquier lorsqu'il tape sur son clavier d'ordinateur. Jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Et on a répondu à cette mystérieuse question du début, comment est créée la monnaie et par qui? Par les banques centrales pour les billets, par les banques commerciales pour les chiffres qui sont sur nos comptes en banque. Alors là, je vous laisse faire une petite pause. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je vous entends, hein, je sais ce que vous vous dites. Là, vous êtes en train de vous dire, non mais attends, il nous prend pour des cons, hein. On le savait ça, c'est ça son putain de grand secret? Non, pas vraiment. Parce qu'on a répondu à la question du qui, mais pas vraiment du comment. Alors vous allez me dire, bah si, c'est le banquier qui écrit des chiffres sur notre compte quand on lui dépose des billets. C'est ce que tu viens de nous expliquer. Vraiment? Ok, très bien. Alors comment vous expliquez ce petit schéma? Ce sont les chiffres officiels de la Banque Centrale Européenne qui montrent la masse monétaire. Le gros cercle à gauche, là, ce sont les chiffres qui sont écrits sur nos comptes en banque. Le petit cercle à droite, là, ce sont les billets de banque et les pièces. Vous voyez où ça coince ou pas? Ça, là, c'est plus de 95% de la monnaie. Ça, là, c'est moins de 5% de la monnaie. Comment les banquiers ont pu écrire autant de chiffres sur nos comptes avec si peu de vraie monnaie? À quelle autre occasion un banquier peut-il écrire des chiffres sur des comptes juste comme ça, avec son clavier? La réponse à cette question se trouve dans la réponse à une autre question. Et c'est ça, le grand secret que vous allez découvrir aujourd'hui. Quand vous faites un crédit dans une banque, pour acheter une maison par exemple, et que le banquier écrit sur votre compte les disons 100 000 € que vous lui avez demandé de vous prêter, avant d'être sur votre compte, ces 100 000 €, ces 100 000 unités de compte qui vont vous servir à vous acheter votre appartement ou votre maison, où étaient-ils? Où étaient les 100 000 € qui sont maintenant sur votre compte?
D'où vient la monnaie que les banquiers nous prêtent lorsqu'ils nous accordent des crédits? De leurs fonds propres? Des autres déposants? D'autres banques? De la banque centrale? Des marchés financiers? Du Petit Poucet? De la Belle au Bois dormant? Non. Réponse: de nulle part. Ces 100 000 euros, ces 100 000 soi-disant euros ne viennent de nulle part. Le banquier écrit juste 100 000 sur son ordinateur et vous pouvez vous acheter votre maison avec. En faisant ça, il a créé 100 000 euros à partir de rien. En économie, on appelle ça la création monétaire ex nihilo, qui veut dire à partir de rien. La phrase à retenir, c'est « Les banques ne prêtent pas de monnaie, elles créditent des comptes. Les banques ne prêtent pas de la monnaie qui existe, elles créent la monnaie lorsqu'elles créditent un compte, elles la créent lorsqu'elles accordent un crédit. » Vous ne me croyez pas? Allez sur le site de la Banque de France, téléchargez le petit fascicule qui s'appelle « La monnaie et nous ». C'est écrit noir sur blanc. Impossible? Eh bien voyons ça mes petits poussins. Exemple concret. Disons que je souhaite emprunter 100 000 euros à la banque. 100 sur le dessin. Je vais voir mon banquier et mon crédit est accepté. Le banquier écrit 100 000 euros, 100 000 sur mon compte en banque. Je possède 100 000 euros en monnaie scripturale. J'écris 100 000 à l'actif de mon bilan. Vous vous rappelez que les chiffres qui sont écrits sur nos comptes en banque sont mis au passif du bilan de la banque. Au passif du bilan de la banque, il y a donc moins 100 000, puisque c'est une dette que la banque a envers moi. Mais pour avoir 100 000 crédités sur mon compte, j'ai dû signer un contrat de crédit. Et ce contrat m'oblige à rembourser les 100 000 euros que j'ai reçus. J'ai donc moi aussi une dette envers la banque de 100 000 euros. Et cette dette, je la mets au passif de mon bilan. J'ai une dette envers la banque a une créance de 100 000 euros. Elle écrit à son actif 100 000. Son bilan est équilibré. 100 000 euros qui n'existaient pas avant ont été créés comme ça, juste en tapant des chiffres sur un clavier. Avec ces 100 000, je m'achète ma maison et tout le monde est content. Tout le monde est content. Attendez, on n'aurait pas oublié quelque chose? Et les intérêts? Bah oui, un crédit c'est pas gratuit, hein. Nous sommes en période de croissance, tout va bien, les taux d'intérêt sont hauts. Disons 4,5, 4,5%. Et mon crédit, je l'ai fait sur 25 ans, ou 30. Je dois donc rembourser à la louche 100 000 euros d'intérêt à la banque pour avoir été crédité de 100 000. J'ai donc une dette de 200 000 euros. 100 000 de principal plus 100 000 d'intérêt. À mon actif, j'ai donc 100 000 et à mon passif, j'ai donc 200 000. Et inversement, la banque a 200 000 à son actif et 100 000 à son passif. Quand je vais rembourser les 100 000 euros de principal, la banque va les détruire. Bah oui, puisque c'est une dette, puisque c'est de la monnaie dette. Quand j'ai fini de payer ma dette, il n'y a plus de dette, il n'y a donc plus de monnaie. Plus de monnaie dette. En économie, on parle de destruction monétaire. La banque détruit la monnaie et elle empoche les intérêts. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie, en fabriquant de la monnaie à partir de rien et en empochant les intérêts. Vous voyez le problème? Ces 100 000 euros que le banquier a fabriqués pour moi, ils vont me coûter au total 200 000 euros. Il va falloir que je travaille toute ma vie pour rembourser un truc qui a pris 3 secondes à un banquier à fabriquer. Combien d'entre vous ont un crédit et combien d'entre vous savez cela? Comprenez bien que plus de 95% de la monnaie, c'est ce que l'on appelle de la monnaie dette. C'est de la monnaie qu'il faut rembourser et c'est de la monnaie qui nous coûte extrêmement cher. Et le plus important à comprendre, c'est que c'est de la monnaie qui, à terme, va être détruite. Seuls les intérêts restent. Vous ne voyez toujours pas le problème? Encore une fois, on a oublié de parler des intérêts. Comment fait-on pour rembourser les intérêts? Imaginons qu'il y a 0 € dans l'économie, dans la masse monétaire. On emprunte 100 milliards aux banques avec intérêt. On doit donc rembourser 100 milliards plus, disons, 50 milliards d'intérêts, par exemple. Comment fait-on pour rembourser 50 milliards avec seulement 100 milliards? Alors, certains vont me dire que c'est possible parce que les banques achètent des choses avec les intérêts qu'elles perçoivent, donc elles réinjectent de la monnaie dans l'économie. Mais ça, c'est en théorie. En pratique, oui, une petite partie des intérêts reviennent dans l'économie, mais une petite partie seulement. Dans les faits, on voit bien que nous sommes obligés de nous endetter en permanence et de façon exponentielle. On voit bien que la dette ne cesse d'augmenter. Encore une fois, la dette, c'est de la monnaie qui est créée par les banques, à partir de rien. On est donc obligé de s'endetter encore et encore pour payer les intérêts des anciens crédits. Et c'est un putain de cercle vicieux. Les politiques ne cessent de nous dire qu'il faut rembourser la dette. Mais vous savez ce qui se passerait si on remboursait toute la dette d'un seul coup? Il n'y aurait plus un seul euro sur nos comptes en banque. Il n'y aurait plus un seul euro dans la masse monétaire.
La monnaie, c'est de la dette. Si on rembourse la dette, on détruit la monnaie. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a une chose que vous devez absolument comprendre et savoir, c'est que ce système de crédit, il ne s'applique pas seulement aux particuliers et aux entreprises. Il s'applique aussi aux collectivités, aux municipalités, aux régions et à l'État. La dette publique, elle vient de là. Lorsque l'on vous augmente vos taxes, vos impôts, que l'on baisse les budgets, les dotations, que l'on ferme des écoles, des bureaux de poste, des hôpitaux, des gendarmeries, que l'on privatise des services publics, les autoroutes, qu'est-ce que l'on vous dit à chaque fois ? Comment le gouvernement justifie cela à chaque fois ? À chaque fois, on vous parle de la dette. À chaque fois, on vous culpabilise. On vous dit que vous avez été trop gourmand, que vous avez vécu au-dessus de vos moyens, que vous êtes des fainéants, que c'est de votre faute. Mais c'est faux. La dette vient du fait qu'une poignée de banquiers a volé le pouvoir de créer la monnaie dont nous avons besoin pour vivre. Et ils s'enrichissent en nous louant cette monnaie qu'ils fabriquent à partir de rien. On vous parle souvent de privatisation. Et les Français sont majoritairement contre les privatisations. Enfin, ceux qui ne passent pas leur vie devant BFM et RMC. Mais on ne vous parle jamais de la privatisation de la monnaie. Et cette privatisation nous coûte des milliards chaque année. Vérifiez par vous-même. Tous les ans, l'État paye pour ce que l'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire le principal plus les intérêts que l'on doit à nos créanciers. Eh bien, cette somme, le service de la dette, correspond à la totalité de l'impôt sur le revenu que l'État perçoit chaque année, plus la quasi-totalité de la TVA. Quand vous payez vos impôts et vos taxes, ce n'est pas pour les services publics, c'est pour la dette. Nous sommes tous esclaves de la banque avec un grand B. Tous, employés, ouvriers, mais même petits patrons, même grands patrons. Nous sommes tous là à nous battre pour récolter un petit peu de cette monnaie qui est rare et qui nous coûte extrêmement cher. Si on passe notre vie au travail, si on passe notre vie dans les embouteillages, si on se lève si tôt le matin, si on paye autant de taxes, c'est pour payer la dette, c'est pour payer cette monnaie que l'on loue à des banquiers privés alors qu'il serait tellement simple de la fabriquer nous-mêmes. Alors je vous entends déjà rétorquer. Oui, mais quel autre système peut-on mettre en place ? Des théories économiques, des solutions, il en existe des tas. Et certaines sont déjà en application, comme la monnaie libre par exemple. Cet été, les Suisses ont bien failli réussir une petite révolution en réformant le système bancaire, leur système bancaire, avec ce que l'on appelle l'initiative monnaie pleine, qui s'inspire d'une théorie économique qui prône le 100% monnaie centrale, c'est-à-dire qui interdit aux banques commerciales de créer de la monnaie. Il y a son équivalent en France, avec le mouvement Monnaie Juste. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce que dans les médias, est-ce que BFM vous a parlé de l'initiative monnaie pleine suisse, un référendum qui a eu lieu cet été ? Non, personne n'en parle. C'est le sujet tabou, c'est le sujet qui n'est jamais abordé dans les médias ni nulle part ailleurs. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement extraordinaire. C'est la vraie France qui se réveille, son peuple. Vous êtes en train de montrer au monde entier l'âme de notre pays, de son peuple. Nous sommes français, ça vient de franc qui veut dire libre étymologiquement. La France, c'est le peuple des hommes libres. Les Gilets jaunes se sont spontanément rassemblés sur la question de la taxe sur les carburants. Puis, les revendications se sont affinées, structurées, sur des points évidents et de bon sens. L'inaction et le mépris de nos dirigeants nous ont permis de prendre le temps de nous connaître, de nous parler et d'échanger nos idées, nos points de vue. Des gens qui depuis bien longtemps réfléchissent aux problèmes de nos sociétés, soi-disant démocratiques, se sont exprimés et leurs idées se sont propagées à tout le mouvement. On a commencé à parler de référendum, d'initiative citoyenne, de démocratie, de pouvoir au peuple. Nous vous proposons d'ajouter à vos réflexions et à vos revendications la question de la création monétaire. Nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir de la création monétaire. Il est là le pouvoir absolu. C'est le pouvoir de la banque avec un grand B. Ce sont eux les véritables maîtres. Ce sont eux qui ordonnent, qui décident, qui dirigent. Et Macron n'est que le contre-maître. Nous devons reprendre, ou plutôt prendre le pouvoir monétaire. Il en va de notre survie, de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Un autre monde est possible, une autre organisation sociale, et ce n'est pas une utopie. Nous devons arracher notre liberté à nos maîtres. Nous devons leur arracher des mains le fouet avec lequel ils nous tiennent. Ils nous taxent, ils nous condamnent aux travaux forcés. Ils nous lèvent tous les matins aux aurores pour produire de cette richesse dont nous ne voyons que les miettes. Gilets jaunes, vous êtes les Gaulois réfractaires. Vous devez en être fiers. Vous êtes la France, la vraie, le peuple. Un peuple tolérant, un peuple mixte, un peuple brave, créatif, inventif, travailleur et patient. Mais notre patience a des limites et nous y sommes. Nous allons montrer au monde entier ce que nous sommes. Comme dans le passé, encore une fois, nous allons servir d'exemple. Nous allons nous libérer. On compte sur vous. Nous comptons sur vous. Vos enfants comptent sur vous. Vos anciens comptent sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous! On compte sur vous! On compte sur vous les filles! Et les mecs, accessoirement! On compte sur vous! On compte sur vous!
On compte sur vous. On compte sur vous. On a besoin de vous. On compte sur vous. Croyez-moi, vous avez tout à y gagner. On compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous, les gars. On compte sur vous. On compte sur vous. Restez débranchés. On compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous, mais pas sur eux. On compte sur vous. Pour la manif des Gilets jaunes, on compte sur vous. 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 Et on compte sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous. La misère, Nous laissez pas tomber. il y a des pays où Compte les sur gens vous. reconnaissent Nous laissez pas tomber. des rêves. On compte sur vous. Nous laissez pas tomber.